Avec la pratique, les mouvements de la course minimaliste s'automatisent. Libéré, l'esprit du coureur vagabonde et fait des liens inédits. Au début des années 2000, j'attendais un bus entre Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou. Un Amérindien aussi, en jeans et t-shirt aussi. Comme il s'apprêtait à prendre une collation sommaire, il a émietté soigneusement un peu de son sandwich et en a laissé tomber des fragments sur le sol. De même, de sa boisson, il a renversé précautionneusement quelques gouttes. Devant mon regard interrogateur, il a pris la peine de m'expliquer qu'il s'agissait d'une offrande à la terre, une manière de lui retourner un peu de ce qu'elle lui avait prodigué. À quel moment avons-nous perdu cela ? À quel moment avons-nous cessé de demander pardon à l'animal abattu à la chasse et de le remercier de nous faire don de la vie ? À quel moment avons-nous commencé à nous perdre dans des labeurs aliénants, puis repartir du supermarché avec notre barquette de protéines sous cellophane ? Marshall Salins, l'anthropologue, pense que nos ancêtres sapiens sapiens d'il y a 200 000 ans n'avaient pas besoin de consacrer plus de 3 heures de leur temps par jour pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Pourtant, l'homme ne dominait pas encore son environnement, comme de nos jours, et son milieu de vie était un élément souvent hostile, en grande partie mystérieux, dont il fallait cependant maîtriser les règles pour espérer survivre. Alors, il avait développé son autonomie et ses compétences, et la sacralité qu'il habitait lui permettait de donner du sens et d'apprivoiser le monde, qu'il habitait comme un acteur et non un simple spectateur. Toutes les composantes de son vécu, proies et prédateurs, abondance et famine, souffrance et joie, vie et mort, se renforçaient l'une l'autre, s'intégraient en un tout unifié et accepté. Il habitait, incarnait son monde, lui donnait un sens. Plus tard, la sédentarisation et l'agriculture ont permis l'essor des populations humaines, qui se sont alors urbanisées et spécialisées. La complexification et la massification des sociétés ont mis fin à la possibilité d'existence du don et du contre-don comme contrat social implicite. La gestion des masses humaines, qui avaient commencé à être moins interdépendantes pour leur survie, a nécessité l'apparition de systèmes normatifs moraux, les religions, ou plus directement coercitifs, les lois humaines. Le sacral, qui englobait tout, s'est brisé pour donner le profane et le sacré. La grande division anthropologique du monde avait commencé. Elle n'a cessé de s'accélérer depuis. Il y a 2500 ans, les présocratiques avaient encore une approche unifiée du monde. Pour eux, les questions que nous séparons aujourd'hui étaient inextricablement liées. Par exemple, Thalès disait que « tout est eau ». Cette affirmation est à la fois une théorie physique, la composition de la matière, cosmologique, l'origine du monde, et métaphysique, le principe unique derrière la diversité. Mais en cherchant une explication totale du réel, les présocratiques ont posé les questions fondamentales et inauguré la méthode rationnelle d'enquête sur la nature, ce qui, ironiquement, a créé les conditions de la spécialisation, devenue effective avec Aristote, et donc la mort de leur rêve d'unification. En France, les restes de l'alliance entre pouvoir et religion, remontant dans le roman national au baptême de Clovis, ont été balayés par l'exécution de Louis XVI, consacrant symboliquement la mort de Dieu, dont il était le représentant, et éliminant le fragile garde-fou que le christianisme avait érigé contre les puissances de l'argent. Ainsi, après être tout d'abord passé du sacral du clan originel à la division profane versus sacré propre aux religions instituées, on évacuait enfin les derniers restes de religiosité. L'édict moral étant dès lors par cela même tombé, la grande division de l'homme d'avec lui-même pouvait ensuite s'accélérer. Métaphoriquement, là où Dieu perd, c'est le diable, étymologiquement diabolo, la division, qui reprend la main. Selon Marx, au stade de domination réelle du capitalisme, la division du travail maximise la productivité. Le travail dépend du rythme des machines et l'ouvrier est dépossédé de son savoir. L'homme n'est plus qu'un rouage dans un système mécanique dont l'unité ne réside plus dans les travailleurs. Complot de puissances occultes ? Non,
le mode de production capitaliste s'autonomise, se transforme et s'installe de manière omniprésente dans la société. Le petit porteur d'action est victime et en même temps bourreau. Et le grand capitaliste se sert du pouvoir de l'argent autant qu'il est asservi par lui. Mais l'atomisation et l'aliénation dépassent le seul domaine économique. Dans le roman de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, le personnage de Raphaël Tisserand, rongé par l'échec amoureux et l'impuissance, incarne la frustration des perdants du marché du désir. Thomas Hobbes, lui, promettait que l'État, en échange d'une partie de leur liberté, assurerait la sécurité de ses citoyens. Paradoxalement, c'est maintenant, avec l'État, que se déroule cette atomisation toujours plus grande des choses et des êtres, cette guerre de chacun contre tous. Car une société saine ne peut se construire qu'avec la confiance que procure le sentiment d'être proches les uns des autres. Peut-être est-il donc grand temps, pour éviter la catastrophe finale, de se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, et de se souvenir de ce qui nous rapproche, plutôt que de mettre l'accent sur nos prétendues singularités et divisions.